Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actu autour du site. Comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube si ce type de contenu vous plaît. Vous êtes prêts? C'est parti! Le 4 août 2021, B4, soit le Booster 4, a été placé sur le pas de tir orbital A. Par la suite, le 6 août, le S20, soit le Ship 20, a été empilé sur son booster. Ce jour a été certainement historique pour SpaceX, mais surtout pour l'histoire, car le 6 août, le lanceur le plus puissant de l'histoire est né. Alors oui, le plus puissant, c'est vrai, mais opérationnel pour voler, pas vraiment, car quelques jours plus tard, le booster est retourné sur le site de production pour qu'on lui retire ses moteurs. Actuellement, SpaceX prépare B4 pour être apporté sur le site de lancement très prochainement, peut-être la semaine prochaine, pour ainsi débuter les essais. En somme, cette intégration qui avait un but principalement de communication a fait perdre à peu près une semaine et demie suite aux divers allers-retours entre les sites. Désormais, nous allons parler de quelques infos issues de l'interview d'Elon. Premièrement, les grid fins sont maintenus pour le moment et resteront à l'horizontale jusqu'à nouvel ordre, mais une optimisation dans le futur est attendue avec un système différent. De plus, derrière ces ailettes en gris se cachent des moteurs de modèle 3, et pour rappel, des moteurs de modèle S et X de Tesla sont chargés du contrôle des ailes du Starship. Par la suite, Elon a déclaré que les RCS à gaz chaud sont retirés de Super Heavy et qu'ils sont remplacés par 4 jets de ventilation des réservoirs qui sont espacés de 90 degrés. En fait, l'impulsion de ces jets d'évacuation de la pression des réservoirs est suffisante pour agir comme des réacteurs. Avant de terminer cette partie sur Super Heavy, nous savons désormais que la masse à vide du booster est égale à 200 tonnes environ et que ce dernier emporte 3600 tonnes d'ergol, dont 78% de dioxygène liquide, et l'objectif de SpaceX est de réduire la masse à vide au maximum pour augmenter les capacités du lanceur. Sinon, le prototype B3 qui a permis d'effectuer des essais de pressurisation a été découpé en plusieurs morceaux dans le but de son démantèlement. Ce dernier ne servait plus à rien, néanmoins c'était quand même une belle décoration pour le site de lancement. Pour terminer, la section 2 du réservoir de méthane et la section destinée à la section commune de B5 ont été aperçues sur le site de lancement. Pour S20, comme vu tout à l'heure, il a été placé sur B4 puis retiré très rapidement le 7 août. Il a été rapporté sur le site de production dans l'objectif de terminer sa construction, mais également de retirer tous ses moteurs. Du côté de son bouclier thermique, comme attendu, les tuiles ne tiennent pas vraiment, et lors du transfert sur le site de production, le S20 a semé quelques tuiles qui sont tombées sur la route, et même sur le site de production. Pour prévenir d'une potentielle désintégration lors de la rentrée atmosphérique, une équipe s'est chargée ces derniers jours de coller du ruban adhésif coloré pour signaler les défauts du bouclier thermique. En rouge, nous savons que cela veut dire qu'une tuile est cassée, en vert et en bleu, on ne sait pas trop, mais personnellement je pense qu'il y a ces deux options, une couleur qui signale que la tuile ne s'accroche pas comme convenu, et l'autre couleur qui désigne peut-être un problème de forme ou de taille. Or ce côté ruban adhésif, Elon a déclaré que les vides présents sur les côtés sont les emplacements de tuiles spécifiques et uniques, donc ça prendra plus de temps à les installer. Alors après cette séquence, on va certainement me dire en commentaire Matt, tu es défaitiste, mais attention, j'arrive avec de bonnes nouvelles. Alors toujours dans l'interview de Tim, Elon annonce qu'un nouveau Noscone arrivera, et cette architecture composée de lamelles verticales était attendue il y a plusieurs mois, mais on n'a jamais eu de nouvelles à propos de ce dernier. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que ce nez me rassure personnellement, car ce design permet d'avoir un nez beaucoup plus propre, limitant les irrégularités, et donc l'installation de la couverture thermique devrait être un petit peu plus facile. En tout cas, S20 est sur le site de lancement depuis vendredi dernier, et comme on le voit, eh bien, le bouclier thermique est en cours de réhabilitation. Les tuiles endommagées ou les tuiles qui avaient un petit scotch dessus ont été retirées, et donc il devrait placer de nouvelles tuiles très prochainement. Hormis les bonnes nouvelles, nous en avons de mauvaises. Et ouais, c'est ça le problème. Alors l'entrepreneur a déclaré que les charnières des ailerons sont les zones les plus difficiles à protéger, ne garantissant pas un bouclier thermique sûr. Mais on sait également que le problème sera très vite résolu, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, la taille de la trappe serait à son maximum actuellement. En effet, la trappe du Starship Cargo, vue sur ce Pathfinder, correspond bien à l'espace laissé par le bouclier thermique. Selon les propos de Monsieur Musk, on comprend que si le bouclier thermique n'est pas assez efficace sur cette zone, il faudra grignoter plus de surface sur la coiffe avant, et donc cela réduirait la taille de la trappe encore une fois. Alors maintenant, il existe une solution qui est envisageable, mais très risquée, c'est celle de mettre des tuiles sur la trappe pour avoir une trappe beaucoup plus grande. Alors le problème qui se pose, c'est que les frottements de l'ouverture et de la fermeture peuvent endommager le bouclier thermique, mais également mettre en danger l'accroche des tuiles. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que la taille de la trappe a plus de chances d'être réduite
et au lieu d'être augmenté, donc ça c'est un petit problème. En outre, les propos sur la trappe du cargo sur l'épisode 19 il me semble se confirment malheureusement. Si vous attendiez un système de séparation du Starship et du Super Heavy ultra avancé technologiquement, vous allez être déçu, car le système de séparation ressemblera à celui du Starlink. En effet, Super Heavy entamera une rotation et l'inertie le séparera du Starship. En gros, c'est un système qui repose sur la physique et la mécanique orbitale, donc c'est le meilleur système qu'il puisse exister. Et surtout, il évite de faire appel à un mécanisme complexe supplémentaire qui peut être endommagé ou encore peut avoir quelques petits problèmes en vol. Pour terminer, on nous a annoncé que les Starships ne dépasseront pas normalement les 100 tonnes à vide, avec bouclier thermique inclus. Pour S21, nous avons vu sa jupe et sa section de poussée sur le site de lancement, donc l'assemblage de ce Starship devrait débuter d'ici quelques semaines. Alors les derniers événements ont dû décaler le lancement orbital de 1 voire 2 semaines, mais alors que reste-t-il avant de faire ce fameux lancement ? Tout d'abord, nous allons assister à de nouveaux essais de pressurisation ambiant et à l'azote pour les deux véhicules. Par la suite, on assistera à l'installation des moteurs pour effectuer des mises à feu statiques. Et du côté des infrastructures, les bras d'alimentation et ceux de récupération de la tour seront prochainement installés, tandis qu'il faut absolument terminer la ferme d'Ergol. Normalement, selon Elon, les infrastructures et le bouclier thermique de S20 seront terminés le 20 août. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de vol avant le 16 septembre, selon la demande de SpaceX à la FCC, en ce qui concerne l'utilisation du système de communication. Sinon, en parlant de moteur, SpaceX vient de terminer le design de la chambre de combustion et des turbopompes du Raptor V2, ou version 2. La première mise à feu devrait être effectuée à la fin du mois d'août, et cette nouvelle génération devrait atteindre une poussée de 230 tonnes à 298 bars. De plus, Elon a annoncé qu'une usine est en cours de construction à McGregor. Pour la ferme d'Ergol, le GSE-6 a été apporté sur la ferme puis a été placé sur son socle. Une coque cryogénique a été installée par la suite. Aujourd'hui, il manque plus que le GSE-7 et le GSE-8, qui se nommaient avant GSE-4. Sinon, désormais, on connaît la configuration de cette ferme et l'excellent TerraTak nous a concocté ce schéma. Tout d'abord, on voit que les citernes 3, 6 et 5 accueilleront du dioxygène liquide, tandis que les citernes 1 et 2 sont destinées à l'azote liquide. Puis pour terminer, les GSE 7 et 4, renommés 8 bien sûr, contiendront du méthane liquide. Donc l'installation des coques cryogéniques va s'intensifier, tandis que nous savons depuis plusieurs semaines qu'une coque sera une citerne d'eau destinée au système de déluge du pad orbital A. La Cour des comptes des États-Unis a publié le document en entier sur le litige de Natural Team et de Dynetics à propos de l'appel d'offres du HLS, soit l'atterrisseur lunaire pour Artemis. Même si on connaît la conclusion depuis 2 semaines, et même on le savait depuis le début, on a appris quelques petites choses. Alors tout d'abord, un lancement d'un Starship HLS demande un total de 16 Starships à lancer sur une durée maximale d'1 semaine. Cette opération sera composée d'un Starship HLS, de 14 Starship Tankers, chargés du ravitaillement, et d'un Starship Depot, qui sera une citerne d'Ergol en orbite. Alors comme vous devez le savoir, le Starship HLS pour atteindre l'orbite lunaire demande un ravitaillement d'Ergol. Alors pour cela, SpaceX a l'intention de lancer un Starship Depot, qui sera un vaisseau avec une isolation plus importante pour contrer l'évaporation des ergols. Au final, ce Starship sera ravitaillé par 14 Starship Tankers. En fait, un Starship de cette génération actuelle aura la capacité d'emporter 100 tonnes en orbite terrestre basse, sauf qu'un Starship, pour avoir le plein, possède entre 1200 et 1400 tonnes d'ergol sous cette grande opération. Alors on ne va pas se le cacher, mais cette opération est très risquée. Alors déjà, cette tâche doit être effectuée en 1 semaine max, selon le rapport de l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'en 1 semaine, il ne faut pas avoir de problème sur les véhicules, ni avoir une mauvaise météo, mais surtout posséder une énorme logistique pour remplir les citernes des sites de lancement. Alors en connaissance des faits, je choisirais personnellement le Starship pour envoyer le HLS de Natural Team, qui devrait normalement entrer facilement dans le coiffe du Starship. Alors si ce n'est pas le cas, bien sûr, il faudrait max 3 lancements pour assembler ce HLS. Parce que là actuellement, ce Starship est très risqué si on se focalise et si on prend en compte le rapport du HLS, moins le rapport de l'appel d'offres et du GAO. Donc conclusion, même si le Starship est très beau, le PDG de SpaceX rappelle souvent que pour coloniser Mars, il faut 1000 Starships dans le cadre d'une grande mission. Alors c'est-à-dire qu'il faudrait environ 16 000 lancements comprenant des tankers. En gros, on parle de 16 000 lancements sur une fenêtre de 30 jours, ce qui fait un lancement toutes les 2 minutes et 42 secondes, ce qui est absolument énorme. Alors bien sûr, ça ce sont seulement des effets de communication, on a l'habitude. Néanmoins, récemment Elon Musk a répondu à une infographie de Blue Origin que 16 vols pour un lancement d'un Starship HLS est improbable, car d'après lui, le Starship pourrait apporter 150 tonnes en LIO,
en orbite terrestre basse, ce qui ferait max 8 lancements de tankers. En somme, il faudrait 6 vols si on en croit les propos du PDG, mais attention, ces propos sont à prendre avec des pincettes, car Elon disait il y a quelques jours, avec le temps, nous pourrions obtenir une capacité d'environ 150 tonnes, avec une réutilisation totale, et de 150 tonnes en non réutilisables. En outre, c'est une possibilité dans le futur pour une prochaine génération de Starships et non une vérité actuelle. Donc les propos récents ne sont pas à prendre en compte si on en croit la réponse à l'infographie. Et ce qui est certain, c'est que le litige se fixe au fait de l'appel d'offres et non au fait après, vu que le choix de la NASA se justifie par le travail pendant l'appel et non après. Donc les propos d'Elon Musk ou de SpaceX actuellement ne sont pas à prendre en compte sur le rapport du DAO. Alors sinon, sur le point de vue technique du Starship HLS, on sait maintenant que SpaceX souhaiterait supprimer les moteurs de descente du HLS qui étaient des RCS à gaz chaud situés tout en haut à la couronne. Donc si SpaceX arrive à démontrer qu'ils peuvent atterrir sur la Lune sans faire de cratère dans le régolithe, ils devraient pouvoir les supprimer. Alors néanmoins, la communauté pense que ce n'est pas la meilleure idée vu que l'un des points forts du HLS de SpaceX était la présence de ces petits moteurs tout en haut du véhicule qui permettaient en gros de garantir une sécurité supplémentaire lors de l'atterrissage. Finalement, le problème, c'est que avoir des moteurs aussi proches du sol lunaire et avoir une jupe fait grimper le risque d'avoir divers éléments du sol venir endommager les moteurs inférieurs, et donc endommager le HLS. Ça, c'est un énorme problème. Sinon, la NASA et ses partenaires privés ont annoncé que le développement de la combinaison de nouvelle génération X est vu, destinée aux sorties extravéhiculaires et à la surface lunaire, ne sera pas prête avant avril 2025. Conclusion, l'atterrissage habité sur la Lune risque d'avoir un retard de moins 1 an, et ce retard serait dû à la pandémie. Suite à un article de Bloomberg, on vient d'apprendre que SpaceX est dans une affaire de litige avec d'autres entreprises autour de puits de gaz. En fait, vite fait, je vais résumer ça. En gros, on a appris que SpaceX prévoit de forer des puits de gaz naturels près du site de lancement de Boca Chica et d'utiliser le méthane extrait pour des opérations via Starship et Super Heavy. En gros, c'est utiliser le méthane pour remplir les réservoirs. On compte également que 2 centrales électriques alimentées au gaz naturel devraient être construites dans l'objectif d'alimenter par la suite en électricité des équipements de réfrigération pour produire du méthane liquide mais également de l'oxygène liquide. Finalement, cette affaire concerne la société écran de SpaceX qui se nomme Lone Star Mineral Development. Mais en gros, ce que je retiens avec cette affaire, c'est que déjà, c'est une affaire qui n'a pas été partagée par les médias qui parlent de SpaceX et encore moins par les créateurs qui sont spécialisés autour de Boca Chica. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on nous prend pour des cons, du moins Elon Musk nous prend pour des cons, parce que le PDG déclarait que sur le court terme, le CH4 sera livré, sous-entendant comme aujourd'hui, via camion, et que l'O2 sera produit sur le site de production d'Ergol, sous-entendant l'utilisation du grid par exemple. Néanmoins, ici on nous indique que SpaceX veut puiser du CH4 dans une zone, pas très loin d'une réserve naturelle, avec bien sûr 2 centrales électriques et non une simple livraison de CH4. Et aussi Elon Musk disait qu'on allait avoir dans le futur une production d'ergol verte. Et finalement aujourd'hui il y a une question, c'est que le problème de la réaction de Sabatier pour produire du méthane via le solaire ou encore l'éolien, dans le long terme, c'est qu'il faudrait 40 gigawattheures par lancement, avec capture via DAC, soit une constante en continu de 500 MW. En somme, on parlerait d'une surface de panneaux solaires entre 10 km² et 20 km². Alors bien sûr, cet objectif long terme sera certainement atteint, mais je trouve ça dommage de se transformer en une entreprise pétrolière, sur le court terme, voire même le moyen terme, et peut-être le long terme, sachant qu'on ne construit pas des centrales électriques pour 2 mois. Ce qui est pas top, c'est que cette opération va détruire l'image de l'industrie en raison de la localisation des sites de forage par exemple. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, mais c'est devenu une habitude venant de SpaceX et d'Elon Musk. En fait, on nous prend pour des cons depuis plusieurs mois sur divers points de communication. Par exemple ici, on nous a aussi pris pour des cons sur d'autres points, la trappe, la FAA ou encore d'autres affaires. On nous a retourné les chiffres, les datas. À un moment, ça commence pas à m'énerver, mais petit à petit, on perd confiance en l'entreprise, et ça, c'est dommage. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime si cela vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars. Allez, bye!